Attention, l'ensemble des médias présents dans cette vidéo est utilisé à titre parodique pour faire une critique plus ou moins objective sur une œuvre appartenant à leurs propriétaires respectifs. Si je vous posais la question quel genre d'affrontement vous aimez dans les animés ou les mangas, vous me répondriez quoi? Après vous avoir laissé une demi-seconde pour y réfléchir tel un professeur de philosophie, je vais vous en proposer quelques-uns. Vous aimez peut-être les affrontements avec des power-up au moment fatidique comme dans Dragon Ball ou Bleach, des affrontements dans des jeux vidéo comme Sword Art Online ou Log Horizon, ou des affrontements tout simplement dans des jeux débilement épiques comme dans No Game No Life, ou alors l'affrontement psychologique comme dans Psycho-Pass ou Death Note. Pendant que vous faites votre choix, je vais vous dire le type d'affrontement que j'aime tout particulièrement. C'est les affrontements en Battle Royale. Que la série soit bonne ou beaucoup moins, à partir du moment où il y a ce type d'affrontement, je mets ça dans les points positifs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une Battle Royale, sérieusement, mais qui ont déjà joué à un Call of Duty d'actifs pognon, donc qui doivent avoir entre 12 et 16 ans, une Battle Royale c'est la mêlée générale. Mais là où dans les jeux vidéo on se contente de tirer sur tout ce qui bouge. Quand tu veux raconter une histoire avec ce genre d'affrontement, il va forcément avoir des alliances entre les personnages, des trahisons, des personnages super intéressants avec lesquels tu as envie de poursuivre la bataille, etc. Et ça tombe bien parce que l'anime dont on va parler aujourd'hui a ce genre d'affrontement. Bon, tu enchaînes là? Ah oui, salut à tous. Aujourd'hui, dans Animronix, on s'attaque à Mirai Nikki. Attends, c'est pas l'opening ça? Donc Mirai Nikki commence par une visite de la basilique Saint-Pierre, mais comme il n'y a que 2 personnes dedans, ça ne doit pas être le week-end de Pâques. Surtout qu'en plus, il y en a un qui est mort. Puis on découvre une dépressive qui se fait tuer aussi. Ok, donc on va se calmer, ça fait pas une minute qu'il y a déjà 2 morts. Donc pour se relaxer, une vidéo de chat. Ok, bon bah lui aussi il est mort. On va quand même passer à la suite. Donc l'épisode commence vraiment en nous présentant le personnage principal, Amano Yukiteru, et son passe-temps favori, c'est-à-dire tenir un journal intime dans son téléphone, avec des informations ultra importantes de sa journée, comme le fait que son professeur ait demandé à une fille de sa classe de porter des papiers, le fait qu'un chat soit tombé d'un toit, tiens, il a retrouvé le chat de tout à l'heure. Ou encore le fait de contourner un caillou sur sa droite. Ouais, je crois que même les looners ont un passe-temps plus intéressant. Est-ce que ça rend bien sur un CV? Ouais, quoique ça reste à débattre. Mais sous cette existence peu glorieuse, Yukiteru est en fait un prophète. Après une petite méditation, il peut aller voir Dieu et sa secrétaire, murmure. Et là, Dieu lui apprend qu'il est en train de créer un jeu, parce qu'il ne doit avoir que ça à faire, et envoie un petit message à Yukiteru. Suite à ça, son journal se remplit tout seul de notes, qu'il aurait pu écrire, mais qui sont écrites avant qu'il ne les écrive. Quoi? Il peut voir le futur grâce au journal qu'il y a dans son téléphone, d'où le titre. Mirai Nikki. Ah, d'accord. Grâce à cela, Yukiteru va pouvoir avoir les réponses aux interros surprises, éviter de se faire casser la gueule par ses camarades. Merde, presque. Mais il y a une personne dans sa classe qui voit très clair dans le jeu de Yukiteru, car elle aussi détient un Mirai Nikki. Mais elle a un Mirai Nikki contenant des notes uniquement sur Yukiteru, et cette personne c'est... And his name is Yuno Gasa. Pardon, c'est elle qui va apprendre à que son Mirai Nikki est un ticket d'entrée pour entrer dans un survival game. Bon, Dieu convie les 12 participants du survival game. Pourquoi 12? Tu as qu'à te dire que c'est les signes du zodiaque, en prenant soin de cacher l'identité de chacun sauf celle de Yukiteru. Où il leur expliquera les règles très complexes du jeu. Il faut survivre tout en sachant que si votre Mirai Nikki se casse, vous mourrez. Bisous. Mais pourquoi on s'entretuerait? Ah oui. Et le dernier restant pourra devenir Dieu. Ça va, plutôt sympa le prix, tu en penses quoi? Bon, pour ne pas parler des personnages tout de suite, on va regarder à quoi ressemble Mirai Nikki. Voyons voir, quel studio de production? Azrid, qui es-tu? Chef, inconnu au bataillon, chef. Non, je suis mauvaise langue, ils ont fait Shuffle avant. Soit un autre animé que je retiens uniquement pour son opening et certainement pas pour ses qualités graphiques. Donc quand Azrid arrive pour faire Mirai Nikki, ça donne quoi? Là ça va. Là ça va. Même si on peut noter quelques pics de la qualité graphique, presque un plan sur 3 est moche. Ou encore une chose qui m'a fait rire la première fois que je l'ai vu. Normalement, quand je vous parle d'explosion, vous devez penser à ça. Et bah, dans Mirai Nikki... Et qu'on vienne pas me dire que c'est parce que l'anime est vieux ou quoi que ce soit. Car au même moment sortait une série qui reste pour moi une référence en termes de qualité graphique même 5 ans après sa sortie.
Pour faire le point sur ce qui est des seiyuu, là c'est pas dégueu. À l'exception d'un que je garde pour plus tard, la voix de Tomosa Murata dans le personnage de Yuno est géniale, en passant de l'amour psychotique à la folle envie de te refaire les intestins. Ou encore Mai Aizawa et Saki Tomokatsu pour leur interprétation de Minene et de Marco. Non, rien à dire. Mais s'il y a bien une chose que ce studio sait gérer, c'est ses bandes son. À part l'ending 3 qui est à mon goût trop léger pour coller à la série, c'est pour ça que c'est l'ending de l'OAV, surtout qu'il me rappelle un autre manga. Je ne m'attarderai pas plus dessus, mais que ce soit les endings 1 et 2 ou les openings 2 et 3, c'est vraiment de la bonne. Quant à l'opening 1, c'est très simple, je le classe dans la catégorie orgasme auditif. Et le fait rentrer haut la main dans mon top 10 de mes openings préférés. Je vais changer de pantalon, je reviens. Et pour ce qui est des OST, on reste dans la même trempe. C'est du bon, voire du très bon, notamment avec l'OST Battle Theme, qui met un coup de fouet pendant que Yuno est en train de réaliser son passe-temps favori. Fournisseur chez Charal. Charal. Et en parlant de Yuno, on va enfin pouvoir parler des personnages, en commençant par Yuki. Tu n'as pas envie d'arrêter? Ok, je voulais pas te déranger. Que dire sur ce personnage, à part qu'il ne fait rien d'autre que fuir, se plaindre, pleurer à tous les épisodes, ne prendre aucune décision, se faire martyriser et avoir une logique complètement foireuse. Best main character ever. Pourquoi je dis qu'il a une logique foireuse? La relation avec son père. Bon, étant donné que je vais spoil quelques éléments de l'histoire, je laisse quelques secondes pour ceux qui sont allergiques au spoil, ou ceux qui n'auraient pas encore vu l'anime, pour cliquer sur Hatsume Miku, ce qui vous enverra à la fin de la zone de spoil. C'est bon? Donc, les parents de Yukiteru nous sont introduits tard. 6e épisode pour la mère, 16e pour le père. Et je crache sur la logique de la relation entre Yukiteru et son père car, déjà le personnage du père est un personnage comique, pas drôle, accro au jeu, qui s'est divorcé avec sa femme, la mère de Yukiteru qui elle est un personnage attachant, donc abandonnant son fils, essayant de le tuer, bien qu'il soit dans l'ignorance, s'enfuyant lâchement en laissant son fils dans une situation critique, tuant son ex-femme, et reprend la fuite ensuite, car il était revenu voir son fils uniquement pour résoudre ses problèmes d'argent dus au jeu. Et Yukiteru, en apprenant tout ça, va lui pardonner, et même mieux, lorsque son père va mourir assassiné, il va devenir la motivation pour lui de rentrer pleinement dans le survival game. Personnellement, j'ai un père comme ça, je l'envoie affronter Guts. Seul. Et pour donner un autre exemple de la logique bancale de Yukiteru, alors je veux bien croire que c'est dur d'être aimé par les cons, mais je ne pense pas qu'ils soient tous comme ça, et que tu veuilles te battre ou non, tu as 11 personnes qui veulent ta peau. Bon, 10 parce que Yuno est de ton côté, et le fait de fuir ne sert à rien puisque peu importe le temps que tu fuis, tu te feras toujours rattraper, et donc dans ce cas tuer, mais là tu as Yuno avec toi. C'est comme si dans League of Legends tu avais 2000 gold de plus que tout le monde en début de partie, mais que tu t'en servais juste pour acheter des bots. Et la cerise sur le gâteau, en plus d'avoir un personnage terriblement énervant et frustrant, tu lui rajoutes la voix de Misuzu Togashi. Ferme ta gueule! Ah merci. Bref, pour regarder Mirai Nikki, il faut développer la capacité d'ignorer le personnage principal. Mais heureusement, Sakae Etsunoha a eu la bonne idée de mettre un deuxième personnage principal. Et quel personnage? Yuno Gasai, elle fait partie du club fermé des seconds personnages principaux qui éclipse le premier. Elle fait même partie du club encore plus fermé des personnages références, au même niveau que Kanade pour la Kyudere, Taiga pour la Tsundere, Harui pour la Genki, ou encore Shinji pour le personnage qui est trop réaliste face à des événements qui ne le sont pas, et qui a dû fortement inspirer Yukiteru. Et bien Yuno est la référence pour les Yandere, avec ce qu'on pourrait appeler la Yandere pose. Pour les trois du fond qui dorment, la Yandere c'est le personnage qui a l'air trop mignon, mais quand tu lui parles de son amour, là en l'occurrence... Tu as toujours pas envie d'arrêter? Tiens regarde, il y a Akise qui est en train d'embrasser Yukiteru. Voilà, quand on parle de son amour, elle est prête à le protéger quitte à tuer ou même le tuer s'il s'intéresse à d'autres filles. Attends, d'où tu sors cette hache? Non, en fait, réponds pas. Bref, grâce à ce personnage, vous allez pouvoir continuer à développer la technique que vous avez appris en regardant des animés harem, c'est-à-dire le « je néglige le personnage principal no jutsu ». Après, évidemment, ce personnage ne t'apportera pas de la sympathie à son égard. Pourquoi? Et un steak tartare pour la troisième. Elle s'en sort la nouvelle en cuisine? Ça a l'air d'aller.
Mais ce personnage va plutôt t'inspirer de la fascination. Tu ne sais pas ce qu'elle est capable de faire, ses actions sont complètement imprévisibles. Et ce qui la rend encore plus intéressante, c'est que c'est le personnage qui fait absolument tout dans le couple de protagonistes. Elle protège Yukiteru, elle le sort de la merde, elle lui dit ce qu'il doit faire, elle le manipule quand il est enfin rentré dans le jeu. Après 18 épisodes, c'est elle qui va faire les diversions, à sa façon. Certes, pendant que Yukiteru va encore pleurer et se plaindre. Bref, c'est un qui fait tout et l'autre qui regarde. On se croirait à la DDE. Et pour le reste des personnages, entre ceux qui ne sont pas développés, les personnages intéressants mais qu'on ne voit pas assez, et les personnages qui n'ont aucune raison de devenir dieu. Tiens, Dieu, une explication pourquoi ils peuvent devenir dieux, ceux-là ? Ah ouais, d'accord. Parce que Yuno et Yukiteru n'ont aucune raison de devenir dieu au début du jeu. Mais bien que je crois en Dieu autant que la chaussette y disparaît dans la machine à laver, il y a des personnages qui ne doivent surtout pas devenir dieux, comme Third, Fifth, Tenth ou même Six. Parce qu'entre un serial killer, un gosse, un mec qui prend des chiens pour des dieux, ou encore la chef d'une secte de lobotomisés, ça donnerait quoi avec ce genre de dieu ? Voilà pourquoi ceux-là ne doivent pas devenir dieux, alors qu'à côté tu as des personnages beaucoup plus légitimes au poste de dieu, comme 4, 7, 8 ou même 12. Après je reste un ignorant face à la religion ou au sacré, mais le sens de la justice de 4, 7 ou 12 est défendable. Le sens de la protection de 8 me fait penser que ce serait de bons dieux. Ou s'il faut avoir vécu l'enfer sur terre pour pouvoir prétendre être légitime au poste de dieu, dans ce cas 7 ou 9 le mérite aussi. Non pas toi t'es pas 9. Voilà. Mais en aucun cas Yuno mérite de devenir dieu. Il y a Yukiteru aussi. C'est pareil pour lui. Donc on suit les interactions de ce joli petit monde en survolant des sujets sérieux comme le traumatisme mental ou encore le sens de la justice, mais ce sera tellement peu approfondi que vous les aurez oubliés à la fin de la série. Et on apprend aussi au passage la raison pour laquelle Dieu fait ce survival game. Allez, je vous donne un indice. Subtilité, 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 subtilité. Pour arriver à la fin, bien que ce soit assez commun maintenant que la première scène d'un animé soit aussi la dernière avec les explications et l'acheminement entre, là l'explication arrive à l'épisode 23, ce qui laisse encore 3 épisodes, et si tu n'as pas bu au moins 2 litres d'absinthe distillé dans de l'essence, fumé du wasabi et sniffé un rouleau de PQ, ta réaction va ressembler à ça. Alors que si tu as suivi mon conseil, ta réaction ressemblera plus à ça. Et pour donner une explication sans trop spoiler, c'est comme si tu étais en cours de maths dans un cours sur les intégrales, soit le meilleur moment de ta vie, mais qu'à chaque fois que tu entendais le mot primitif, tu t'endormais. Et là, pour calculer l'intégrale de notre fonction f de x, nous devons prendre la primitive. Calcul, vous devez faire la différence des primitives. Et le résultat de l'intégrale de votre fonction f de x est le logarithme népérien de l'exponentielle de la racine carrée de pi au carré sur 6. Et pour les allergiques aux maths, ce serait plus comme si dans Sword Art Online, tu avais Kirito qui rencontrait Isaoi et qui lui dit « Allons farmer comme des bâtards au donjon de la Sainte Couille d'eau ». Ok. Oh non, regarde, le boss final c'était Hatsume Miku. Voilà à peu près le niveau de délire qu'est la fin de Mirai Nikki. Mais comme j'aimerais revenir sur quelques éléments de la fin ainsi que sur la suite alternative Mirai Nikki Radical, je laisse donc quelques secondes aux personnes ne voulant toujours pas être spoilées cliquer sur Miku. Donc le combat final va faire affronter Yuno et Murmure contre Yukiteru qui prend enfin l'initiative tout seul. Après 24 épisodes. Pour faire face à Yuno, bien qu'encore une fois aidé par un autre personnage qui n'était pas tout à fait mort, Yukiteru doit faire face à la Murmure de la première lignée temporelle et les quelques pouvoirs sympas que lui offre son rang. Ah, j'ai parlé de lignée temporelle. Car oui, Yuno a déjà gagné le survival game et remonte le temps pour revivre son amour avec Yukiteru. Et donc la première scène de l'anime nous montre la fin du premier survival game ainsi que le meurtre de la Yuno de la deuxième lignée temporelle. Si vous trouvez ça déjà compliqué, attendez, j'ai pas fini, car Yuno, qui est juste un peu dieu, et Murmure vont aller dans une troisième lignée temporelle, toujours pour revivre cet amour avec Yukiteru. Mais Yukiteru arrive à suivre Yuno dans cette lignée temporelle grâce à l'aide du revenant, et réussit à convaincre Yuno de ne pas tuer la troisième Yuno, et par conséquent se suicide, ce qui fait de Yukiteru le vainqueur du survival game de la deuxième lignée temporelle. Et que fait-il lorsqu'il est devenu dieu? Bah, il déprime encore. Et attention, pas la petite dépression, une dépression de 10 000 putains d'années. Bien que j'ai du mal à imaginer les problèmes d'un dieu, je pense qu'il y a des trucs plus sympas à faire que de errer dans le vide pendant 10 000 ans à regarder son téléphone, qui a toujours de la batterie d'ailleurs. Ça doit être un Nokia. Tu veux pas faire un effort, Yukiteru? Non. Et puis vient l'OAV où on nous raconte les aventures des personnages qui auraient dû être impliqués dans le survival game de la troisième lignée temporelle, qui a une capacité distractive équivalente à celle d'une castration de taureau. Mais où la Yuno de cette lignée temporelle se dit qu'elle a peut-être oublié quelque chose, qui est ni plus ni moins que l'amour qu'elle avait pour Yukiteru. Où on se retrouve dans le même délire que la fin de la série, avec les voyages dans les dimensions et les personnages qui étaient pas tout à fait morts. Le seul intérêt de cette OAV, c'est l'happy end entre Yuno et Yukiteru, et le fait d'avoir transformé Yuno en personnage moe. Oui, c'est bien Yuno, elle. En gros, cette OAV, c'est du fanservice. On peut pas la revoir trancher dans le lard? C'est bon, merci.
Pour conclure, est-ce que j'aime Mirai Nikki? Alors oui, mais comme je l'ai dit, Battle Royale avec un supplément Survival Game, oui, ça va me plaire. La vraie question ce serait plutôt, est-ce que je conseillerais d'aller regarder Mirai Nikki? Oui, car je considère Mirai Nikki comme culte, dû en grande partie à son personnage de Yuno, et à partir de ce point, je ne peux que le conseiller. Au même titre qu'Angel Beats, Toradora, Suzumiya Haruhi no Yutsu ou encore Evangelion. Après oui, je l'accorde, il faut avoir la technique du je néglige le personnage principal no Jutsu bien aiguisé pour regarder Mirai Nikki. Une fois que tu l'as et que tu te focalises sur les autres personnages, tu découvres des personnages vraiment fascinants, comme lui, elle, eux et surtout elle. Un dernier mot sur Yukiteru? Voilà qui conclut ma critique sur Mirai Nikki et ce deuxième épisode d'Animeronix. S'il vous a plu, n'hésitez pas à faire une folie et cliquer sur le pouce bleu, ainsi qu'à partager la vidéo et de me proposer un animé à commenter dans les commentaires. Moi je veux voir le chat qui a sauté tout à l'heure. Sur ce, Nippon Banzai! Bon, le chat, tu fais ce que tu veux, mais là, il faut partir.